Décembre 1944. Le front occidental n'était plus une ligne sur une carte, c'était une pression mouvante. Des villages qui s'effondraient, des routes inondées, des forêts gelées, et des hommes épuisés avançant haie par haie. Les unités américaines progressant à travers l'est de la France et vers les territoires frontaliers allemands ne rencontraient plus partout une défense organisée. En de nombreux endroits, la guerre se terminait tranquillement. Des drapeaux blancs, des mains levées, des armes abandonnées dans les embrasures de portes. Mais pas partout. À l'extérieur d'une petite ville à moitié détruite près de la région de la Sarre, une compagnie d'infanterie américaine s'arrêta au bord d'une route étroite, bordée d'arbres sans feuilles et de chariots calcinés. Les patrouilles de reconnaissance avaient signalé un élément d'arrière-garde allemand tenant un groupe de bâtiments agricoles en pierre plus loin. Pas de tir d'artillerie, pas de mouvement. Juste le silence. Le silence, fin 1944, signifiait rarement la sécurité. Une escouade fut envoyée en avant prudemment. Les hommes s'attendaient soit à rien, soit à une reddition rapide. Au lieu de cela, un seul coup de fusil claqua dans l'air froid et frappa la terre près de leurs pieds. Puis un autre, contrôlé, délibéré. Ils se replièrent. Le commandant de compagnie envoya un messager. Les Allemands étaient toujours là, et l'un d'eux était aux commandes. À travers ses jumelles, un lieutenant américain l'aperçut brièvement. Il se tenait dans l'embrasure du plus grand bâtiment, portant un long manteau, casquette de campagne enfoncée bas, pistolet à l'étui, jumelles pendant à son cou. Il ne criait pas, il ne tirait pas au hasard, il observait. Des prisonniers capturés plus tôt dans la journée l'avaient mentionné en passant. Un commandant, un officier plus âgé, un vétéran du front de l'Est, quelqu'un qui avait déjà décidé comment cela finirait. Un haut-parleur fut amené. Un caporal parlant allemand reçut l'ordre d'appeler. Le message était simple et conforme au règlement. Vous êtes encerclés. Déposez les armes. Vous serez traités conformément à la Convention de Genève. La réponse vint après une pause. Un seul coup de fusil tiré en l'air, puis rien. Les Américains attendirent, puis appelèrent à nouveau, plus fort, plus explicitement. Cette fois, la réponse vint en allemand. Calme, presque poli. Le commandant refusait. Il déclara qu'il était un officier de l'armée allemande, que ses ordres étaient de retarder l'ennemi, qu'il ne rendrait pas sa position. Il n'y eut pas de cris, pas d'insultes, juste une déclaration de fait. Le lieutenant baissa ses jumelles et regarda les hommes autour de lui. Ils étaient fatigués, mouillés, gelés. Certains avaient marché pendant près de 72 heures avec peu de repos. Aucun d'eux ne voulait d'un combat pour une ferme qui n'avait plus d'importance stratégique. Mais la route, si. Le commandement supérieur fut notifié. La réponse revint rapidement. Ne pas contourner, ne pas laisser une force hostile dans votre dos. Régler le problème. Les Américains se préparèrent pour un assaut. Des mortiers furent amenés, mais pas encore tirés. Le commandant de compagnie hésita. Il avait appris, comme beaucoup d'officiers fin 1944, que chaque problème n'avait pas besoin d'être résolu par la force immédiate. Une autre tentative fut faite. Un tissu blanc fut attaché à un bâton. Un sous-officier américain, non armé, marcha jusqu'à mi-chemin sur la route, main visible. Il s'arrêta à une distance sûre et appela à nouveau. Cette fois, le commandant allemand apparut entièrement. Il ne leva pas son arme. Il écouta. Le sous-officier répéta les conditions de reddition. Il insista sur les soins médicaux, la nourriture, la chaleur, la survie. Le commandant répondit lentement. Il dit que ses hommes étaient épuisés, qu'ils n'avaient aucune illusion sur la victoire. Mais la reddition pour lui n'était pas simplement une décision tactique, c'était une décision personnelle. Il avait déjà trop reculé, déjà abandonné trop de terrain. Il ne reculerait plus. Le sous-officier demanda combien d'hommes il avait. Le commandant ne répondit pas. Au lieu de cela, il posa sa propre question. « Combien de temps nous donnerez-vous » Le sous-officier retourna vers le commandant de compagnie. L'échange fut relayé. Le commandant y réfléchit, puis prit une décision qui surprit plusieurs de ses hommes. Il leur donna 1 heure. 1 heure pour reconsidérer. 1 heure avant que les Américains n'avancent. L'ordre fut transmis discrètement. Les hommes s'installèrent. Les fusils se reposèrent. Les équipes de mortiers attendirent. 1 heure passa lentement. À la 40e minute, il y eut du mouvement. Un jeune soldat allemand émergea de l'un des bâtiments latéraux, main levée. Il marcha vers la ligne américaine, tremblant légèrement de froid ou de peur. Il dit que le commandant l'avait congédié, lui avait dit de se rendre s'il le souhaitait, que personne ne l'en empêcherait. En quelques minutes, 2 autres suivirent,
puis un autre. Aucun d'eux ne fut abattu. Les Américains leur firent signe de passer, les fouillèrent, les enveloppèrent dans des couvertures de rechange. À la fin de l'heure, le commandant se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. L'assaut commença. Il fut bref, contrôlé et écrasant. Le feu des mitrailleuses supprima les fenêtres. Les mortiers atterrirent derrière les bâtiments, coupant la retraite plutôt que détruisant les structures. L'infanterie avança par bons cours, utilisant les murs et les fossés comme couverture. Les Allemands ripostèrent, mais faiblement. Les munitions étaient basses. Leur résistance était symbolique plutôt qu'efficace. En 15 minutes, c'était terminé. La fumée dérivait à travers la cour. Un soldat allemand gisait blessé mais vivant, appelant à l'aide. Un infirmier américain se dirigea vers lui immédiatement sans attendre d'ordre. Le commandant fut trouvé à l'intérieur du bâtiment principal. Il était assis à une table en bois. Son pistolet reposait déchargé à côté de lui. Il avait retiré ses gants soigneusement et les avait placés à côté. Il se leva quand les Américains entrèrent. Il ne leva pas les mains jusqu'à ce qu'on le lui demande. Le lieutenant américain, couvert de boue et respirant fort, le regarda longuement, puis parla à travers un interprète. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu quand vous en aviez la chance ?» Le commandant répondit honnêtement. Il dit qu'il croyait que la reddition devait être méritée, pas demandée, que le devoir d'un officier était de résister jusqu'à ce que la résistance n'ait plus de sens, qu'il voulait que ses hommes voient qu'il n'abandonnait pas son poste à la légère. Le lieutenant hocha la tête. Il avait entendu des explications similaires auparavant. Certaines avaient du sens, d'autres non. Il ordonna que le commandant soit fouillé et escorté dehors. Ce qui se passa ensuite fut inattendu. Au lieu d'être traité rudement ou humilié publiquement, le commandant se vit offrir une cigarette. Il refusa d'abord, puis accepta. Les Américains ne lui arrachèrent pas ses insignes. Ils ne le poussèrent pas. Ils ne crièrent pas. L'un des soldats, remarquant que les bottes du commandant étaient trempées, lui indiqua discrètement un baril de feu où les prisonniers étaient autorisés à se réchauffer sous surveillance. Le commandant hésita, puis s'y dirigea. Plus tard, pendant le traitement, les Américains en apprirent davantage sur lui. Il servait depuis avant la guerre. Il avait perdu un fils sur le front de l'Est. Il n'avait plus d'illusions. Cette nuit-là, il fut nourri des mêmes rations que les soldats américains qui le gardaient. Quand un officier du renseignement lui demanda plus tard s'il regrettait d'avoir refusé de se rendre plus tôt, le commandant fit une pause. Il dit qu'il regrettait le délai, pas la décision. Il dit que les Américains lui avaient prouvé quelque chose, non par la force, mais par la retenue. Dans les semaines qui suivirent, l'incident fut à peine mentionné dans les rapports officiels. Une brève résistance, plusieurs prisonniers capturés, aucune perte américaine. À l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était rien. Mais pour les hommes qui étaient là, cela resta gravé. Ils se souvenaient de l'officier qui avait choisi la résistance, même quand elle ne changeait plus l'issue. Ils se souvenaient du choix d'attendre plutôt que de détruire, d'offrir du temps au lieu de la violence immédiate. Et ils se souvenaient que la reddition, comme le refus, n'était pas toujours une question d'idéologie ou de loyauté. Parfois, c'était une question de dignité. Parfois, c'était une question de comment une guerre se termine, non dans la victoire ou la défaite, mais dans la façon dont deux ennemis se comportent quand les combats deviennent finalement inutiles. Si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, pensez à aimer la vidéo pour qu'elles atteignent plus de gens. Votre soutien aide à garantir que ces moments, souvent absents du récit plus large, ne soient pas perdus dans le temps.